Bonjour. Merci de m'avoir invité à participer avec vous à la première édition du CNOM, organisée conjointement par l'école française Jean Charcot et le groupe scolaire Ange Bleu à El Jalida. Je suis Aziz El-Hajir, expert en technologie éducative. Actuellement, je suis directeur de programme à l'ICESCO. Mon intervention s'intitule « Des inégalités numériques aux inégalités éducatives, quel scénario pour les inclusions ?» Elle s'articule autour de trois axes. Premièrement, l'évolution technologique, surtout l'Internet, et les inégalités numériques. Le deuxième axe sera consacré aux dimensions des fractures numériques. Et en dernier lieu, ça sera l'inclusion numérique au temps du Covid-19 avec quelques expériences d'organismes internationaux. Il est vrai que le lien qui avait suscité tant de débats auparavant entre les technologies de l'information et de la communication et le développement n'est plus à démontrer de nos jours. De ce fait, l'utilisation des innovations technologiques s'est développée de façon exponentielle, à tel point qu'on a du mal à appréhender l'ampleur de ce phénomène. En effet, la disponibilité technologique crée sa propre demande et les outils qui en permettent l'accès sont passés en quelques années du statut de produit de luxe à celui de produit de première nécessité. D'occasionnel, l'usage du numérique est devenu si fondamental dans nos modes de vie, notamment grâce à l'accessibilité, l'interactivité et la mobilité, qu'il se répercute même jusqu'à profondément les affecter sur nos modes de réflexion, d'action, de production et de communication. En plus, universellement reconnu comme étant un véritable enjeu stratégique de développement, le numérique est un outil pouvant transformer les économies et les sociétés, permettant ainsi aux territoires d'être de plus en plus compétitifs, productifs et attractifs en matière d'amélioration du climat des affaires, de simplification des procédures, de promotion de l'investissement et d'amélioration des conditions et modes de vie des citoyens. L'Internet, l'une de ces innovations technologiques capitales des dernières décennies du XXe siècle, peut être considérée comme le vecteur d'une nouvelle révolution technologique fondée sur la maîtrise de l'information, l'accès au savoir et la capacité de chacun d'interagir avec le reste du monde. Les conséquences de cette révolution numérique sur les mécanismes économiques sont majeures, tout autant que ses interférences avec le fonctionnement social. L'Internet, cette technologie en perpétuelle évolution, ne cesse de nous étonner chaque jour par le flux d'informations qu'elle véhicule et par les usages qu'on en fait. La dernière édition d'octobre 2020 du Global Digital Reports révèle que plus de 4,5 milliards de personnes à travers le monde utilisent désormais Internet, tandis que les utilisateurs des médias sociaux ont dépassé la barre des 3,8 milliards. Près de 60% de la population mondiale est déjà en ligne. Et les dernières tendances suggèrent que plus de la moitié de la population mondiale utilisera les médias sociaux d'ici le milieu de l'année 2021. À l'horizon 2025, fort des nouveaux contingents, notamment issus des pays et des continents en croissance, par exemple la Chine, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine, etc., plus de la moitié de l'humanité sera alors en prise directe avec l'Internet, via des terminaux intelligents, fixes ou mobiles, eux-mêmes en connexion avec plus de 50 milliards d'objets communiquant avec les humains entre eux, ce qu'on appelle IoT, Internet of Things. Il est clair que certains défis importants demeurent cependant, et il y a encore un long chemin à parcourir pour garantir à chacun un accès juste et égal au numérique, dans une perspective d'amélioration de sa qualité de vie. En particulier, les 40% de la population mondiale qui restent non connectés à Internet, avec les dernières données indiquant que les femmes sont plus susceptibles d'être déconnectées que les hommes et privées des opportunités offertes par de tels services. L'écart entre les sexes est particulièrement apparent en Asie du Sud et en Afrique, où les hommes sont 3 fois plus susceptibles d'utiliser les médias sociaux que les femmes,
ce qui constitue une référence significative de l'écart entre les sexes dans l'utilisation plus large d'Internet dans ces régions. Avec les internautes du monde entier, passant en moyenne 6h43 en ligne chaque jour, l'utilisateur typique passe désormais plus de 40% de sa vie éveillée en utilisant Internet. Et l'humanité a passé un total combiné de 1,25 milliard d'années à utiliser Internet en 2020. Bien sûr, ces chiffres font rêver et donnent le vertige. Ils n'apportent cependant pas d'éléments de réponse à la question qui s'impose aujourd'hui. Où allons-nous avec cette évolution, ou plus exactement, cette révolution? Sur un autre registre, dans le monde de l'éducation, l'émergence de la technologie est certainement le changement majeur en matière d'enseignement de ces dernières décennies. Cette intégration du numérique dans l'éducation n'a pas cessé de nous étonner quant aux pistes infinies d'exploitation et les avantages que la technologie pourrait apporter à l'acte d'apprendre et d'enseigner. Avec la fermeture des écoles durant les confinements imposés à cause de la pandémie du coronavirus, il n'y avait d'alternative à l'enseignement présentiel intramuros que le recours à la technologie pour assurer la continuité pédagogique, que ce soit à travers un modèle d'enseignement hybride, alternant présentiel et distanciel, ou un enseignement entièrement en ligne. Cependant, étions-nous, élèves, enseignants, parents, acteurs pédagogiques, institutions, gouvernements, étions-nous bien préparés et armés pour affronter le monde du virtuel? Sommes-nous toujours dans cette perspective d'une éducation de qualité, dans une école inclusive, garantissant un enseignement de base gratuit pour tous? Ce revirement dans nos modes d'enseignement-apprentissage n'a-t-il pas remis la lumière sur les concepts d'inégalité d'accès aux technologies et des fractures numériques? Tant de questions qui commencent à faire couler beaucoup d'encre. Le numérique impose un nouveau paradigme dont nous ne percevons pas encore précisément la portée parce qu'elle continue à se tracer. Il n'est pas abusif de considérer que tout ce qui fait notre existence individuelle et collective est malheureusement remis en cause. L'émergence du numérique sous toutes ses formes a transformé les conditions d'usage des technologies d'information et de communication, tous secteurs et domaines confondus. Internet n'est pas seulement un objet technologique, c'est également un formidable outil qui a transformé fondamentalement notre rapport à la connaissance. Bien qu'on ne soit encore qu'à l'orée du Big Bang de l'Internet, nous avons déjà eu maintes occasions de constater à quel point cet outil bouleverserait notre capacité à acquérir et à partager des connaissances dans tous les domaines et toutes disciplines confondues. Internet nous conduit alors à réinventer nos modes relationnels, communicationnels, notre manière d'être et d'être ensemble, de vivre quotidiennement, jusqu'à dans nos traditions et nos réflexes les plus intimes. En effet, aujourd'hui, plus personne n'a le doute quant à l'impact que le numérique peut avoir sur toutes les dimensions de la vie économique, politique et même sociale. Notre vie quotidienne est de plus en plus facilitée, mais surtout conditionnée, voire affectée, par le recours aux technologies. Du téléphone portable au paiement électronique, en passant par l'inévitable toile tissée par l'univers de l'Internet, il n'y a plus d'entité ou de mécanisme d'échange qui ne soit affecté par la révolution du numérique. Il n'est plus de ménage qui ne s'interroge sur l'évolution de ses équipements et de ses services. Cependant, face à cette société de l'information, les risques d'exclusion sont multiples. Individuellement, vouloir ignorer ces réalités nouvelles, c'est prendre le risque d'en subir les évolutions et rester à l'écart des innovations technologiques. Collectivement, c'est celui de laisser en dehors de cette révolution des pans entiers de territoires ou de populations marginalisées, défavorisées, creusant davantage le fossé numérique, ou ce qui est communément appelé la fracture numérique. Dans l'ensemble, les inégalités d'accès n'ont donc pas complètement disparu. Celles-ci se sont certes réduites, dans le sens où elles concernent moins d'individus, mais elles se sont approfondies, car les risques d'exclusion des non-utilisateurs se renforcent face à l'injonction de plus en plus généralisée de connexions permanentes
aux services en ligne dans tous les domaines de la vie en société. Les inégalités numériques reflètent donc largement les inégalités sociales préexistantes et viennent même parfois les renforcer. Les personnes désavantagées face au numérique sont donc pour la plupart et avant tout des désavantagés sociaux. Soulignons que toute différence dans l'accès et les usages n'est pas nécessairement une inégalité. Pour que ces écarts revêtent un caractère inégalitaire, ils doivent engendrer des mécanismes de discrimination ou d'exclusion dans divers domaines de la vie sociale, dans l'emploi, la formation, la culture, la participation citoyenne, etc., etc. Ce ne sont donc pas les variations dans l'accès et les usages qui révèlent les phénomènes d'inégalité numérique, mais leur incidence sur la capacité des personnes à tirer profit des possibilités offertes par les technologies pour mener leurs propres projets et renforcer leur participation à la société. À l'heure où la plupart des services d'intérêt public migrent au numérique, les risques de mise à l'écart des divers domaines de la vie sociale sont réels pour tous ceux qui ne sont pas en mesure de mobiliser pleinement ces outils à des fins d'intégration sociale. Alors les discours publics sur la fracture numérique considèrent que sa réduction comme le moyen par excellence de résorber les inégalités sociales et promouvoir davantage de démocratie, la question suivante se pose en filigrane. Dans quelle mesure et à quelles conditions ces dispositifs et inclusion contribuent-ils effectivement à réduire les disparités liées aux usages du numérique et à rétablir, ce faisant, davantage d'équité et de justice sociale? Aujourd'hui, la fracture numérique est encore souvent commentée et traitée dans cette perspective techniciste. Néanmoins, depuis quelques années, une vague de recherche critique en sciences sociales propose d'envisager la notion dans un sens plus large que celui renvoyant au seul déficit en termes d'accès matériel. C'est alors qu'on distingue pour la première fois explicitement les inégalités dans l'accès aux technologies des inégalités dans les connaissances et les compétences parmi ceux qui sont déjà usagers. Cette perspective critique met l'accent sur le caractère multidimensionnel et polymorphe du concept de fracture numérique. Elle plaide pour une approche plus holistique de la problématique et considère en ce sens qu'il est plus judicieux de parler des fractures numériques plutôt que de la fracture. Tant sont diverses les inégalités que cette notion peut recouvrir. En effet, l'inégalité numérique se pose en des termes complexes et selon différents facteurs de différenciation. Il est vrai que derrière l'accès physique au TIC se cachent des usages aux formes et aux objectifs très variés, lesquels s'effectuent dans divers contextes, via différentes plateformes ou services technologiques, et qui requièrent des niveaux de compétences, de connaissances et de maîtrise très variables. Ce qui revient à retenir cette typologie appliquée au découpage des inégalités numériques en trois strates. Les inégalités numériques de l'ordre de l'avoir, qui concernent l'accès aux technologies et les types de technologies auxquelles un individu a accès. Les inégalités numériques de l'ordre du savoir, qui correspondent à l'étendue des compétences et des usages technologiques qu'un individu peut mobiliser. Et en troisième lieu, les inégalités numériques de l'ordre du pouvoir, qui ont trait à la capacité pour un individu de mettre à profit les usages et les compétences technologiques pour servir ses intérêts et son capital individuel. Avec l'avènement de la Covid-19, quelques 826 millions d'élèves et d'étudiants étaient tenus à l'écart des salles de classe par la pandémie, soit la moitié du nombre total d'apprenants qui n'ont pas accès à un ordinateur à domicile, et dont 43%, presque 706 millions, n'ont pas Internet à la maison, alors même que l'enseignement numérique à distance était l'alternative, et peut-être la seule alternative, pour assurer la continuité de l'éducation dans la grande majorité des pays. Malheureusement, les disparités sont particulièrement accablantes dans les pays à faible revenu. En Afrique subsaharienne, 89% des apprenants n'ont pas accès aux ordinateurs familiaux et 82% n'ont pas d'Internet.
En outre, alors que les téléphones mobiles peuvent permettre aux apprenants d'accéder aux cours, de se connecter entre eux et avec leurs enseignants, environ 56 millions d'apprenants vivent en des lieux non desservis par les réseaux mobiles, dont près de la moitié en Afrique subsaharienne. De ce fait, d'autres alternatives, notamment le recours aux émissions de radio et de télévision communautaires et la créativité dans toutes les formes d'apprentissage, se sont multipliées afin de combler ce gap technologique. Même pour les pays disposant d'une infrastructure fiable et technologique et d'une connectivité domestique, la transition vers l'apprentissage en ligne a été difficile. S'ajoute à cela le besoin en formation pour les enseignants pour dispenser efficacement l'enseignement à distance et en ligne, avec ce type de soutien est particulièrement rare dans les pays à faible revenu. En Afrique subsaharienne, seuls 64% des enseignants du primaire et 50% de ceux du secondaire ont reçu une formation minimale qui souvent n'inclut pas de compétences en enseignement à distance. Ces inégalités ont constitué une réelle menace pour la continuité de l'apprentissage en cette période de perturbation sans précédent de l'éducation, poussant les gouvernements et les grandes organisations à lancer des initiatives telles la Coalition mondiale pour l'éducation de l'UNESCO, regroupant plus de 90 partenaires des secteurs publics et privés afin d'établir des solutions universelles et équitables et rendre la révolution numérique inclusive. Il y a aussi l'initiative de formation à distance des maîtres, IFADEM, de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a déployé des formations à grande échelle sur la formation à distance pour les enseignants. Il y a aussi l'initiative de notre organisme, l'ICESCO, pour assurer la continuité pédagogique à travers l'octroi d'1 million de dollars à 25 pays pour l'acquisition d'équipements audiovisuels ou numériques mobiles pour l'enregistrement et la diffusion de cours en ligne. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite.